vais alors vous laisser pratiquement 45 minutes environ pour défendre votre travail de thèse. Je vais présenter le jury à l'attention du public. Donc, je vais présenter devant Madame Annick Laine, qui est directeur de recherche au laboratoire de physique théorique de la matière condensée à Paris 6. Monsieur Jérôme Herman, qui est directeur de recherche au LBE, qui est le laboratoire de biotechnologie de l'environnement à Murat à Narbonne, ainsi que Arnaud Alzina, qui est maître de conférence à l'Université de Limoges, ainsi que l'équipe d'encadrement, donc monsieur Guillaume Deffuin, Jean Denbacas, respectivement directeur de recherche et chargé de recherche ici même au LISC, ainsi que moi-même, professeur à la FIMA. Nous vous laissons la parole. Bon, merci Monsieur le Président. Madame et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, je vais vous présenter mes travaux de thèse intitulés « Déterminer l'influence de la distribution spatiale des bactéries sur les propriétés macroscopiques de biofilms bactériens par des techniques d'homogénéisation ». Donc tout d'abord, cette thèse a été cofinancée à la fois par la région et par l'institut dans lequel nous nous trouvons, IRSTEA. Cette thèse a été réalisée au sein du laboratoire d'ingénierie pour les systèmes complexes, le LISC, sous l'encadrement de Jean-Denis Mathiard et la direction de Guillaume Deffuin. A noter aussi que cette thèse s'inscrit dans le cadre du projet NRDisco qui avait pour but de développer et d'étudier des modèles de dynamique de biofilms en tenant compte de la diversité biologique et de la structure spatiale. Donc cette thèse s'inscrit plutôt dans la deuxième partie du projet. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un biofilm bactérien? Donc il existe une multitude de définitions qui définissent les biofilms bactériens. La plupart citent les propriétés des biofilms bactériens. La plus couramment utilisée est celle d'une communauté plus ou moins complexe de micro-organismes, ici les bactéries, qui adhèrent entre eux à une surface et qui créent une matrice adhésive et protectrice, donc qui englobe la totalité des bactéries. Cette matrice porte un nom, c'est la matrice EPS. Donc EPS c'est pour Extra Polymeric Substance. Donc elle est majoritairement composée de polysaccharides hautement hydratés, mais on peut aussi retrouver des protéines, des minéraux, des cellules mortes ou des substances uniques. Donc sur cette figure, on peut voir la formation d'un biofilm. Donc c'est une formation séquentielle. Tout d'abord l'étape de la colonisation de la surface. Les bactéries vont se regrouper, vont coloniser la surface. Donc il va y avoir une formation de microcolonies. Puis ces bactéries vont développer la matrice extrapolymère. Puis dans un second temps, l'étape de la maturation va s'accroître, va agrandir jusqu'à arriver à un biofilm mature. La dernière étape, c'est l'étape de la dispersion, aussi appelée détachement, qui coïncide au décrochement de quelques bactéries qui peuvent aller jusqu'à un décrochement d'un gros morceau de biofilm et même dans certains cas, le décrochement total du biofilm. Donc les biofilms sont étudiés dans ça représente un large domaine d'application. Donc ces domaines d'application, ils jouent un rôle néfaste dans certains ou positif dans d'autres. Donc pour les rôles néfastes, notamment le cadre médical, donc la plaque dentaire, donc les bactéries se développent sur les petites dents et entraînent des infections ou un déchaussement de dents. On peut voir aussi le problème de biocorrosion. Donc là, le biofilm se développe notamment sur les coques des bateaux. Canalisation d'eau, donc là les bactéries vont développer un biofilm à l'intérieur des canalisations d'eau, donc pour l'acheminement de l'eau c'est plutôt néfaste, ça va obstruer la canalisation. Et enfin, rôle bénéfique dans le traitement des eaux usées, donc là l'eau va être nettoyée par un lit bactérien, et l'exemple du bioréacteur aussi dans les rôles positifs que peuvent jouer les biofilms bactériens. Donc, on a vu que ces petites bactéries, au départ, elles vont s'accoupler, elles vont se multiplier. Donc, on va avoir lieu à des interactions microscopiques qui vont faire émerger un comportement global et une structure macroscopique. Donc, le lien de cette thèse, ça va être d'étudier ce lien microscopique, donc les interactions entre les différentes entités microscopiques, notamment les bactéries entre elles et avec l'environnement local, pour faire émerger des structures complexes et hétérogènes à l'échelle macroscopique. Donc c'est vraiment ce lien entre micro et macro qui est au cœur de cette thèse. Donc deux objectifs importants. Le premier, déterminer l'influence de la structure spatiale sur les propriétés macroscopiques des biofilms bactériens. Donc on verra deux exemples à travers l'équation de diffusion-réaction et les propriétés mécaniques des biofilms bactériens. Deuxième objectif, déterminer l'influence des interactions microscopiques sur l'émergence de structures macroscopiques. Donc pour étudier ces deux points, il a fallu faire des choix. Donc ces choix se sont portés sur deux techniques. La première, la technique d'homogénéisation. Donc c'est une technique qui est couramment utilisée en mécanique et qui va nous permettre de passer de l'échelle micro à l'échelle macro, donc passer des hétérogénéités microscopiques à des propriétés macroscopiques.
Et dans un deuxième temps, deuxième outil, les modèles induits-centrés. Donc là, on verra tout à l'heure la définition des modèles induits-centrés. Donc à noter modèle IC dans toute la suite de la présentation. Donc eux, on va l'utiliser pour générer des structures spatiales et étudier les phénomènes microscopiques entre les bactéries. Donc sur ce schéma, en fait, j'ai voulu représenter le cœur de la thèse et toutes les différentes interactions et le lien entre toutes les échelles. Donc avant, on peut voir l'échelle microscopique, donc l'ordre de quelques microns, donc ça c'est vraiment les bactéries. Ensuite, donc l'échelle macroscopique, donc là c'est vraiment le biofilm en entier. Et au milieu, on a une échelle mésoscopique, donc c'est l'échelle de la structure spatiale. Donc ici sur cette figure, on peut voir différentes structures spatiales. Et donc les deux outils, l'un pour homogénéiser les propriétés macroscopiques, l'autre pour étudier l'influence des interactions microscopiques sur l'émergence de structures spatiales. Donc pour commencer l'étude, il a fallu se reposer sur quelque chose de connu, de concret. Donc on est parti sur les paramètres macroscopiques. Et donc, dans la littérature, pour caractériser les paramètres macroscopiques, on a tout un tas de techniques expérimentales. Donc elles sont plutôt originales. Pourquoi ? Parce que le matériau qu'on cherche à caractériser est plutôt difficile de manipulation. Donc sa fragilité entraîne une manipulation vraiment très minutieuse. Deux autres points négatifs, c'est qu'il dessèche très rapidement. Comme il est fortement hydraté, il dessèche très rapidement dès qu'il est retiré de son milieu liquide. Et le processus de séparation de sa surface d'attachement peut modifier les propriétés mécaniques. Donc ces difficultés ont conduit à tout un tas de techniques qui existent dans la littérature et qui nous permettent d'avoir deux informations. D'une part, les images expérimentales de biofilms, donc on peut réutiliser pour traiter et calculer des paramètres. Et deuxième, c'est des valeurs de propriétés mécaniques, comme le module d'élasticité ou la résistance à la rupture. Donc sur la petite illustration sur la droite de la diapositive, on peut voir deux techniques, donc deux parmi tant d'autres. La technique de la micro-indentation, donc on va venir développer un biofilm à la surface d'un support et avec un indenteur, on va venir faire un petit test de dureté et mesurer la résistance du biofilm bactérien. Donc toutes les données après sont enregistrées grâce à une caméra qui est reliée à un ordinateur et on peut traiter les résultats. Et la technique du micro-cantilever, donc là c'est une technique qui va permettre d'aspirer le biofilm. Donc le micro-cantilever il est là, avec un tube de succion, et donc là on va aspirer le biofilm et on va mesurer l'arrachement, le décrochement du biofilm. Donc pareil, avec une caméra qui est reliée à un ordinateur pour traiter ensuite les données. Alors cette présentation, son déroulement, donc dans un premier temps on verra l'impact de la distribution spatiale des bactéries sur les propriétés mécaniques. Dans un deuxième temps on étudiera l'influence de la structure spatiale sur la diffusion effective. Donc ces deux premières parties vont être basées sur un couplage entre technique d'homogénéisation et image expérimentale. La troisième partie, ça va être l'influence des paramètres, des interactions microscopiques sur l'émergence de structures globales. Et on va étudier ça et mettre ça en évidence grâce au modèle induit-centré. Et ensuite, on finira par une conclusion et des perspectives immédiates ou à plus long terme de ce travail de thèse. Donc, première partie, l'impact de la distribution spatiale des bactéries sur les propriétés mécaniques macroscopiques. Donc, l'objectif, c'est vraiment de déterminer l'influence, pas seulement étudier, mais déterminer l'influence de la distribution spatiale et ce qu'elle entraîne sur les propriétés mécaniques macroscopiques de biofilms. Et pour ça, on s'est focalisé sur des images expérimentales qui nous permettaient de distinguer de façon très précise, très claire, la distribution spatiale des bactéries. Donc voilà un exemple de biofilm, donc c'est un biofilm dans la tranche, et donc on peut distinguer de façon très claire le positionnement des bactéries, et on peut même voir des gradients au niveau de la distribution des bactéries. Donc ces images ont été obtenues grâce à une technique de cryosubstitution. La technique, elle consiste à développer un biofilm sur un support, ensuite on va le cryogéniser et on va donc le découper dans la tranche et ensuite on le visualise en 2D à l'aide d'un microscope. Pourquoi avoir choisi cette technique? Je vous le rappelle, d'une part on a une distribution très claire des bactéries et d'autre part c'est une technique non destructive donc, qui va nous permettre, comme le biofilm est congelé, on a la distribution spatiale des bactéries qui n'est pas modifiée dans son état initial. Donc ça c'est vraiment un gros avantage de cette technique. Donc à souligner la collaboration avec Ryan Hunter du Howard Biomedical Institute aux États-Unis qui nous a fourni ces différentes images expérimentales. Une fois qu'on a choisi ces images expérimentales, on va vouloir les traiter. Donc on va les traiter grâce aux techniques d'homogénéisation. Donc le principe, ça va être de passer de l'échelle micro à l'échelle macro.
Donc à l'échelle microscopique, à l'échelle des bactéries, on connaît les lois de comportement, on connaît le comportement microscopique, et on va vouloir évaluer les paramètres macroscopiques, caractériser de façon globale le biofilm bactérien. Alors l'une des étapes clés de ces techniques de modélisation, ça va être le choix d'échelle avec l'introduction du volume élémentaire représentatif. Donc le volume élémentaire représentatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il va falloir sélectionner un volume dans l'ensemble de notre biofilm qui n'est pas trop petit, parce qu'il ne sera pas représentatif du volume d'ensemble, et pas trop grand, parce qu'il faut quand même qu'il capte les petites hétérogénéités. Donc sur cette image, on peut voir différentes échelles, allant de l'échelle de la bactérie à l'échelle d'un agrégat de plusieurs bactéries. Donc là, c'est un comportement microscopique. Et nous, ce qu'on cherche, c'est évaluer le comportement macroscopique à l'échelle du biofilm. Donc plusieurs échelles. Donc la solution, ça va être de réaliser une étude de convergence, et cette étude de convergence, elle consiste à tracer l'évolution du paramètre homogénéisé en fonction de différentes tailles de VER. Donc on verra par la suite les résultats. Une fois qu'on a défini ce volume élémentaire représentatif, on va devoir poser notre problème. Donc premièrement, on pose des hypothèses. Première hypothèse, à l'échelle microscopique, on a un système à deux phases, donc qui est représenté ici, un exemple, avec la matrice EPS qu'on appellera M phase, les bactéries qu'on appellera B phase. Donc deux systèmes à deux phases. Et deuxième hypothèse, les deux composants ont un comportement linéaire et restif isotrope. Donc je vous le disais tout à l'heure, on connaît les lois de comportement à l'échelle microscopique et on va vouloir déterminer les propriétés macroscopiques. Donc à la suite de ça, on utilise la technique basée sur l'énergie de déformation et on va devoir mettre des hypothèses au contour de notre petit volume. Donc on va travailler en déformation homogène au contour. On a deux inconnus, le module Young, EH, et le coefficient de Poisson, UH. Donc deux inconnus, c'est-à-dire deux tests à conduire. Donc une illustration ici des tests qu'on va conduire sur le volume élémentaire représentatif. Donc ces tests sont conduits numériquement à l'aide d'un logiciel de calcul élément fini qui s'appelle COMSOL. Et donc qui, in fine, nous donne le résultat de l'équation, donc NUH, EH. En termes de résultats, donc l'étude de convergence a été réalisée sur l'image expérimentale. Vous voyez clairement les différentes tailles de VER sur lesquelles on a appliqué les techniques de modélisation et sur lesquelles on a calculé le paramètre à homogénéiser. Et ici, on représente l'évolution du paramètre à homogénéiser en fonction des différentes tailles de VER. Donc ce qu'on peut voir, c'est que quand on a une taille de VER très petite, on a vraiment un écart type très grand au départ. Donc ça, c'est quelque chose d'attendu. Et puis plus on agrandit la taille de VER, plus l'écart type va diminuer et plus la convergence va être réalisée. Donc on voit qu'ici on a une convergence pour une taille de VER qui est à peu près de 15 micromètres à 15 micromètres. Donc une fois qu'on a défini ce volume élémentaire représentatif optimal, on va découper le biofilm, l'image expérimentale entière, en 12 petits VER dans lesquels on va calculer tour à tour les deux paramètres homogénéisés, donc EH et NUH. Et grâce à ça, avec le logiciel élément fini, on va réussir à faire une cartographie de la rigidité dans tout le biofilm. Et donc sur la petite illustration qui est sur la droite, on peut voir les différents gradients de rigidité. Donc on voit que les pentes sont beaucoup plus prononcées, ça indique des gradients de rigidité beaucoup plus prononcés aux extrémités du biofilm. Donc forte variation de la rigidité dans le biofilm, et cette variation est due en partie à la distribution spatiale des bactéries hétérogènes dans l'ensemble de l'image expérimentale. Deuxième point de l'étude, cette rigidité, on l'a calculée, maintenant on va l'utiliser. Donc pour l'utiliser, pour utiliser la rigidité, on a décidé de porter notre étude sur le détachement, donc la dernière étape du cycle de formation des biofilms. Et pour ça, on a approximé un changement hydrodynamique par un essai de cisaillement. Donc sur la figure de gauche, on peut voir les conditions aux limites qu'on a imposées à notre ensemble pour réaliser un essai de cisaillement. Donc on bloque le biofilm à sa base et on impose un déplacement sur le dessus en considérant que sur les lignes 1 et 3, on a des conditions périodiques en termes de déplacement et de rigidité. Et de la même façon, donc on va utiliser un critère énergétique et on va réussir à cartographier notre ensemble en fonction de l'énergie de déformation. Et cette énergie de déformation, on va imposer un critère, on va dire qu'on a un critère limite, W limite, et si notre énergie de déformation est supérieure à ce W limite, il y a une forte probabilité qu'il y ait détachement. Si c'est inférieur, il n'y aura pas de détachement, ou faible probabilité de détachement. Donc sur la figure, on peut voir deux exemples, deux spécimens. Donc j'ai montré ces deux pourquoi, parce que
Donc en plus de localiser la zone de détachement, on peut prédire le type de détachement. Donc ici on voit que le critère énergétique nous localise deux zones de détachement, une au-dessus qui correspond à un mode d'érosion, donc ça veut dire juste un décrochement de quelques bactéries sur le haut du biofilm, et deuxième détachement, donc là situé dans le cœur du biofilm, donc là qui va amener à un détachement beaucoup plus gros du biofilm, et donc qui s'appelle un mode de détachement par sloughing. Sur le deuxième spécimen, on voit quoi? On voit juste un mode d'érosion, donc il y aura juste un décrochement au niveau de quelques bactéries au niveau de la surface du biofilm, en haut du biofilm. Donc si je résume un petit peu le bilan de cette partie, on a les résultats principaux, c'est déjà avoir démontré une forte influence de la distribution spatiale sur la rigidité au sein du biofilm, et grâce à ce couplage rigidité-critère énergétique, on a pu localiser des zones de détachement et même donner le type de détachement qu'on allait rencontrer. Si on voulait aller plus loin dans cette partie, donc là on a utilisé un essai de cisaillement simple, on pourrait tenter d'utiliser un modèle beaucoup plus complexe de cisaillement et d'étudier aussi la fracture adhésive, donc la fracture qui se situe au milieu du biofilm, donc avec un type de détachement par sloughing, en modélisant les phénomènes situés à l'interface. Donc voilà, pour cette étude, à l'interface, on a considéré une interface parfaite, ce qui n'est pas réellement le cas. Donc il y a des phénomènes beaucoup plus complexes à l'interface. Donc si on veut aller plus loin, on prendra en compte des modèles beaucoup plus complexes. Deuxième partie de l'étude, ça va être l'influence de la structure spatiale sur la diffusion effective. Donc là, l'objectif, ça va être de voir l'impact de la structure spatiale sur la diffusion effective dans un premier temps et ensuite sur la réaction. Donc dans la littérature, il existe un grand nombre d'études qui ont montré l'impact des interactions microscopiques sur la structuration spatiale macroscopique du biofilm. Donc ici, on peut voir sur cette image-là de Joao Ravière, en fait, il a fait varier la concentration de substrat en entrée pour voir l'impact que ça peut produire sur la structuration spatiale. Donc dans un premier temps, la concentration en substrat, elle est saturée, donc toutes les bactéries ont un accès illimité à la nourriture. Donc le biofilm a des conditions optimales de formation. Donc on a une formation très dense où les bactéries remplissent pratiquement la totalité du domaine. Plus on s'éloigne par la droite, plus la concentration de substrat va être limitée, et donc là les bactéries vont donner lieu à des structures plus ou moins complexes qui peuvent aller des structures en trous, des structures en labyrinthe, des structures en haricots, etc. Et donc nous on va vouloir voir l'impact de ces différentes structures spatiales sur le calcul de la diffusion et sur le calcul de la réaction, et de voir s'il n'y a pas des structures spatiales qui facilitent ou non la diffusion ou la réaction. Donc on va utiliser la même démarche que précédemment. Donc je vais vous passer je ne vais pas vous parler de toutes les étapes puisqu'on les a précisées précédemment. Donc une hypothèse, échelle microscopique, système à deux phases, donc la phase liquide de culture et la phase des colonies. Donc on va étudier la diffusion et la réaction. Donc pour modéliser la diffusion, on utilisera des lois de Fick. Donc loi de Fick, F égale moins D grade de C. F c'est le flux de diffusivité, D c'est le tenseur de diffusion et grade de C c'est le gradient de concentration. Donc loi microscopique à la fois dans les colonies, à la fois dans la phase liquide. Et pour les réactions, donc modélisées par une loi de Monod et simplement dans la phase des colonies. C'est simplement les bactéries qui réagissent au substrat. Donc les différents paramètres d'homogénéisation, la diffusion dans les colonies, donc qui est beaucoup moins forte que la diffusion dans le liquide de culture, et ensuite les paramètres pour la loi de Monod. Donc pour calculer la diffusion, on va calculer le DH homogénéisé en fonction du flux de diffusivité et du gradient de concentration. Donc on va utiliser le théorème des moyennes, on va le coupler au théorème des moyennes spatiales et au théorème du gradient, ce qui va nous donner in fine le tenseur de diffusion en 2D, donc c'est des images 2D. Voilà, donc on aura le déhomogénéisé dans les deux directions. Donc en termes de calcul, on a appliqué ce calcul de diffusion sur trois différents types de structures, donc la configuration dense, la configuration labyrinthe, la configuration haricot. Donc les résultats ont donné ceci. Donc pour une structure dense, la quasi-totalité de l'espace est remplie par les bactéries. Donc si on homogénéise la diffusion, ça va être quelque chose de très proche de la diffusion qu'on met dans les bactéries. Donc la diffusion qu'on mettait dans les bactéries c'était 1, donc on retrouve 1,13. Donc le résultat est très proche. Et plus la densité bactérienne diminue, et plus les structures spatiales deviennent
deviennent dégagés en termes de densité, plus la diffusion effective à l'intérieur du biofilm va être forte. Donc le cas intermédiaire avec le cas labyrinthe, où la diffusion est facilitée par les différents couloirs que peuvent former les labyrinthes. Et dans le cas des haricots, donc on a une diffusion vraiment forte, parce qu'il y a quelques simples colonies, donc là, il y a une forte diffusion à l'intérieur du liquide de culture. Donc on a montré par ces résultats, une chose importante, c'est que le calcul de la diffusion dépend de trois grandeurs: la structure spatiale, les paramètres microscopiques qu'on impose à nos bactéries, à notre culture au départ, et la densité bactérienne. Donc, on ne s'est pas simplement attardé sur la diffusion. Les bactéries dans un biofilm, elles réagissent, donc on a voulu quantifier le taux de consommation du substrat, c'est-à-dire la réaction. Donc on l'a quantifié à travers le nombre de Dampolder, qui représente qui permet de quantifier le taux de réaction par rapport au substrat dans un biofilm bactérien, et on a tracé l'évolution en fonction des concentrations de substrat en entrée, pour voir quelle structure facilitait ou pas la réaction des bactéries. Donc dans un premier temps, quand on a une concentration de substrat saturée, on peut voir que c'est plutôt la structure en haricot qui facilite cette réaction. Pourquoi? Parce que la concentration n'est pas forte, donc la grande diffusion de cette structure permet un étalement total du nutriment, donc les bactéries arrivent mieux à réagir que dans un cas dense où là la diffusion ne permet pas du tout d'étaler la nourriture. Dans un deuxième temps, c'est plutôt la configuration en labyrinthe. Donc là, on a augmenté un petit peu la concentration de substrat en entrée. Donc la diffusion joue un rôle, moins important que pour le cas haricot, mais elle joue quand même un rôle. Donc on se retrouve dans une configuration en labyrinthe pour une meilleure réaction des bactéries. Et enfin, troisième cas, donc quand on est au-dessus de 100 pour la concentration de substrat en entrée, on a une concentration de substrat qui est presque saturée. Donc là, les bactéries, elles ont tout accès à la nourriture. Donc il n'y a pas besoin de la diffusion. Dans ce cas-là, la diffusion a vraiment un rôle mineur. Et donc la configuration dense, où il y a vraiment tout un étalement de bactéries, c'est celle qui permet la meilleure réaction par rapport aux nutriments. Donc sur cette partie, en termes de bilan, on a pu calculer la diffusion effective pour trois types de configurations. On aurait très bien pu prendre d'autres configurations existantes dans la littérature. On a prouvé que certaines structures spatiales facilitaient la diffusion, et inversement. Il y en a certaines qui facilitent aussi la réaction, les deux sont liés. Donc il y a un compromis à trouver entre les deux, structure spatiale, diffusion, réaction. Et donc l'influence des trois facteurs, que je vous disais tout à l'heure, la structure spatiale, les paramètres microscopiques et la densité bactérienne. Donc c'est important de retenir ces trois facteurs, parce que dans la suite de l'étude, justement, on va vouloir voir l'influence de ces facteurs-là. On a vu que les images expérimentales de João Ravière étaient obtenues justement avec des phénomènes de coopération à l'échelle microscopique qui amenaient à l'émergence de structures spatiales complexes et hétérogènes. Donc, dans les pistes à explorer, ça va être d'étudier ces phénomènes microscopiques pour voir quel est le lien entre les phénomènes microscopiques et l'émergence de structures globales. Donc le calcul de diffusion-réaction avec d'autres structures, donc là, trois structures classiques, mais on aurait pu aller plus loin. Et l'homogénéisation 3D de la diffusion, donc là qui est une perspective immédiate de ce travail, donc pour la prise en compte d'autres hétérogénéités comme la forme des bactéries ou le changement dynamique, etc. Troisième partie, donc tout à l'heure je vous ai dit que les deux premières parties étaient faites à base de couplage, technique d'homogénéisation, image expérimentale. Et donc dans la troisième partie, on a voulu se passer de ces images expérimentales. Pourquoi? Parce que déjà elles ont des propriétés figées, que les images expérimentales elles ont été obtenues à partir de techniques expérimentales qui sont minutieuses, donc coûteuses, et la répétabilité n'est pas bonne. Donc une expérience peut durer de quelques jours à plusieurs semaines, donc c'est quelque chose de difficile et de coûteux. Et on a aperçu qu'avec les images de Ravière, les interactions microscopiques faisaient émerger des comportements macroscopiques. Donc on a vraiment voulu étudier ce lien. Donc l'objectif de cette partie, c'est l'influence des phénomènes compétitifs et coopératifs sur l'émergence de structures globales, spatiales bien sûr. Et pour ça, on a utilisé les modèles individu-centrés pour générer ces structures spatiales, mais aussi pour comparer les structures spatiales avec les structures numériques et les résultats d'homogénéisation avec les structures spatiales expérimentales et avec les structures spatiales numériques. Donc, qu'est-ce qu'un modèle individu-centré? Donc, le principe général d'un modèle individu-centré, ça va être de représenter explicitement l'individu et ses interactions avec les autres individus, mais aussi avec l'environnement local. Et le deuxième objectif d'un modèle individu-centré, c'est vraiment de faire émerger un comportement global qui est le comportement du biofilm.
Donc le but de la thèse, c'était pas au départ de réaliser un modèle unicentré. Donc on s'est plutôt penché à utiliser un modèle unicentré qui était reconnu dans la littérature et puis qui était assez simple d'utilisation et qui nous permettait de générer des structures spatiales. Donc notre choix s'est rapidement porté sur le modèle de Johnson, donc qui permet de simuler les microcolonies et la formation du biofilm, et plus précisément de regarder l'impact de la semence initiale et de la formation de microcolonies sur la structure spatiale de biofilms bactériens. Donc comme je vous le disais, pourquoi utiliser ce modèle? Parce qu'il tient compte des différentes propriétés bactériennes, la mobilité, métabolisme, naissance, décès, etc. C'est un modèle reconnu dans la littérature et il permet de générer facilement différentes structures spatiales. Et on va pouvoir étudier les différents phénomènes microscopiques. Donc comment il marche? Une illustration, les individus meurent avec une probabilité constante, les individus naissent avec une probabilité constante. Donc dans le modèle de Johnson, les individus naissaient avec un temps de doublement. On l'a remplacé simplement par une probabilité pour pouvoir gérer les cas stationnaires beaucoup plus facilement. Donc la mobilité suit le procédé d'Ornstein-Uhlenbeck. Deux possibilités, les cellules s'attirent ou les cellules se repoussent. Et dans le modèle de Johnson, si deux bactéries se rencontrent, elles s'arrêtent et forment une colonie. Donc après avoir implémenté ce modèle, on s'est aperçu que, entre-temps, qu'on voulait étudier l'influence des phénomènes coopératifs et compétitifs. Donc on a décidé d'apporter une modification à ce travail avec le paramètre n qui va permettre de gérer le nombre de cellules initiales pour former une colonie. C'est-à-dire, si on met n égale 4 en exemple, eh bien, il faut que 4 bactéries se rencontrent dans un environnement très local pour former une colonie, s'arrêter et former une colonie. Donc, pourquoi créer ce nouveau paramètre? C'est vraiment pour étudier les phénomènes coopératifs, parce qu'on a vu dans la littérature que, par exemple, pour coloniser la surface, les bactéries avaient besoin de coopérer et elles toutes seules n'arrivaient pas à coloniser la surface. Il fallait 5, 10, 15 bactéries pour coloniser la surface. Même chose, les bactéries se rejoignent pour lutter contre les dangers extérieurs. Donc c'est cette coopération qu'on a voulu mettre en valeur avec ce nouveau paramètre. Donc on a fait trois grandes parties d'études. La première, ça va être l'influence de la mobilité. Donc là, on a carrément enlevé les processus de mortalité et de naissance pour vraiment voir juste l'influence de la mobilité. Donc on a représenté des cartographies de la taille moyenne de colonies en fonction de grand N qui est le nombre initial de bactéries, de grand A qui gère les phénomènes d'interaction. Si A est positif, c'est de l'attraction, si A est négatif, c'est de la répulsion. Et en fonction du paramètre N, donc le nouveau paramètre, donc je vous le répète, c'est le nombre de colonies initiales à la formation, non, le nombre de bactéries initiales à la formation d'une colonie. Donc, trois résultats principaux. Quand A égale 0, donc pas de force d'interaction, on a un pur mouvement brownien. Donc il y a une formation de colonies, une formation assez importante de colonies, pas avec un grand nombre de colonies, de cellules par colonie, mais beaucoup de colonies. Et plus la densité bactérienne augmente, plus le nombre d'individus par colonie augmente. Deuxième cas, force de répulsion. Donc là, force de répulsion, on comprend bien que les bactéries vont se repousser. Donc là, dans un premier temps, il ne va pas du tout y avoir de formation de colonies, on va avoir une distribution uniforme des bactéries. La probabilité de collision entre les bactéries va être très faible. Et troisième cas, A positif, donc qui traduit une force d'attraction. Donc là, la probabilité de collision, elle va être grande. Donc les bactéries vont rapidement former des colonies. Et plus la densité bactérienne augmente, plus le nombre de cellules par colonie va augmenter. Donc c'est ici, plus la densité bactérienne augmente, plus on voit le pic qui se décale vers la droite pour arriver avec des colonies. Donc il y aura moins de colonies, mais par contre il y aura vraiment énormément de cellules par colonie. Et donc on va le voir clairement sur cette représentation. Donc une fois que maintenant on a intégré les processus de mortalité et de naissance et on a étudié le cas de l'attraction, le cas de la répulsion. Donc le cas de l'attraction, il est assez simple à comprendre. On a fait varier, donc toujours pareil, on regarde la taille moyenne des colonies, on a fait varier le paramètre n, qui est le nombre de cellules initiales à la formation d'une colonie. Donc quand n est petit, les phénomènes d'attraction font que la probabilité de collision est très forte, donc les bactéries se rentrent rapidement dedans et forment un grand nombre de colonies. Et après le biofilm se développe, et plus on augmente n, moins il y a de colonies, mais par contre plus les amas de bactéries sont grands, et donc ça explique en partie le mécanisme du clustering. A l'inverse, quand on est en présence, toujours mortalité, processus de naissance, quand on est en présence de la répulsion, donc dans les premiers pas de temps, quel que soit n,
la densité bactérienne n'est pas très grande, donc du coup la probabilité de collision entre les bactéries est très faible due aux forces de répulsion. Donc on va avoir des distributions uniformes de bactéries avec quasiment aucune colonie de formée. Par contre, quand on va augmenter la densité bactérienne, malgré le phénomène de répulsion, les bactéries vont quand même former des colonies, mais cette répulsion, on va l'avoir à une échelle un peu plus haute, on va l'avoir à l'échelle des colonies. C'est les colonies qui vont avoir tendance à se repousser, et on va voir la formation de labyrinthes avec des couloirs avec une même largeur et même une configuration en trou. Donc on les voit mieux sur cette représentation. Donc en haut, vous avez les différentes structures spatiales de l'article de Joe Radière qui faisait varier la concentration de substrat en entrée. Et en bas, vous avez les différentes structures obtenues avec le modèle numérique de Johnson amélioré. Donc formation en spot, labyrinthe, trou dense. Donc on peut voir que qualitativement, notre modèle est capable de représenter les différents cas classiques de la littérature. Et pour aller plus loin, on a voulu faire une comparaison quantitative, c'est-à-dire qu'on va utiliser des critères morphologiques pour caractériser ces structures. Donc les critères morphologiques, alors là c'est vraiment quelque chose de répandu dans la littérature, il en existe un grand nombre, allant des critères simples aux critères beaucoup plus complexes. Donc simple, on peut retrouver l'air, le périmètre, etc., la taille moyenne des colonies. Et les critères un peu plus complexes, on va retrouver le diamètre géodésique, la fonction de corrélation, l'entropie, l'enthalpie, etc. Donc dans cette présentation, j'ai pas eu le temps de tout, je vais pas avoir le temps de tout vous présenter. Je me suis simplement focalisé sur deux paramètres. D'une part, le diamètre géodésique. Donc le diamètre géodésique, il indique simplement la plus courte distance entre les deux points les plus éloignés d'un objet. Et donc on a appliqué les diamètres géodésiques sur nos structures spatiales à la fois expérimentales, à la fois numériques. Et on a pu faire une comparaison. Donc il y a deux entités, le diamètre géodésique maximal, c'est-à-dire le diamètre géodésique le plus grand dans notre ensemble, et le diamètre géodésique moyen. Donc dans notre ensemble, il y a plusieurs objets. Donc sur chaque objet, on a calculé le diamètre géodésique et on a simplement fait la moyenne. Et donc pour les quatre configurations, on va comparer ça. Donc attention, il n'y a pas tout à fait la même densité bactérienne, donc les résultats peuvent paraître éloignés. Donc pour le cas spot, on a des résultats assez proches, si on revient en arrière. Donc là, on a vraiment une colonie circulaire. Donc le diamètre géodésique, c'est pratiquement le diamètre de la colonie. Donc on a quelque chose de proche. Ensuite, là, on voit que pour le labyrinthe, la densité est beaucoup plus grande que le cas Radière. Donc ce qui est intéressant à noter pour le cas labyrinthe, c'est que le diamètre géodésique maximal, il permet de caractériser le labyrinthe, justement, parce que notre carré, il fait 720 micromètres de diamètre, et là, on voit que ça fait 917. Donc c'est au-delà de notre carré de simulation. Donc on voit que la structure, elle va être en labyrinthe avec des serpentins qui vont être capables de donner un diamètre géodésique maximal assez important. Deuxième critère, la fonction de corrélation. Donc ça, c'est un critère qui a été utilisé aussi par d'autres équipes pour mesurer la densité de paires formée par deux individus à différentes distances, et ça permet de nous donner une description quantitative du voisinage moyen de l'individu qui est observé. Donc sur ces quatre images, on voit les quatre cas. Donc là, c'est le cas spot, le cas labyrinthe, le cas trou et le cas dense. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que pour le cas spot, à très courte distance, on a un pic élevé indiquant la formation d'une colonie. C'est ce qu'on nous demandait pour le cas spot. Quand on regarde l'individu, il est au milieu de la colonie, donc très rapidement, on va avoir des colonies avec plusieurs membres. Pour le cas labyrinthe et le cas trou, on voit cette forme ondulée. Donc cette forme ondulée, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique aussi à très courte distance la présence de colonies. Mais pas seulement, on va avoir des colonies à distance, à équidistance, chaque colonie, avec les petits couloirs de formation des labyrinthes, et ça c'est représenté par les différents petits pics sur l'évolution de la densité de corrélation. Et dernier cas, le cas dense. Donc là, le cas dense, on a quelque chose d'assez uniforme, donc on s'attend à ce résultat-là, on a une fonction de corrélation qui est très proche de 1. Donc le bilan de cette partie, on a étudié les interactions coopétitives et coopératives. On a prouvé qu'elles jouaient un rôle majeur sur l'émergence de structures spatiales. On a essayé de les étudier avec une caractérisation morphologique qui nous a permis de confronter notre modèle numérique à des images expérimentales existantes dans la littérature. Donc je ne vous ai pas montré ici, mais on a réalisé l'homogénéisation sur les patterns numériques. Donc les résultats sont très proches, vraiment très proches. Et un travail qui est en cours, en train de se faire, c'est on a essayé de combiner plusieurs critères morphologiques pour essayer de classifier les structures spatiales. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fait dans la littérature. Donc on voulait trouver un moyen qui permettrait de classifier en fonction de critères morphologiques les différentes structures spatiales. Donc voilà un exemple
du travail que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Donc là, il y a le diamètre géodésique maximal et la fonction de corrélation maximale, et on arrive à classer les différentes structures spatiales obtenues. Alors, en conclusion de ce travail, donc conclusion, on va apporter sur chaque partie. Hein. Donc, première partie, couplage technique expérimental avec homogénéisation pour caractériser les biofilms bactériens. Donc, on a déterminé l'influence de la distribution spatiale sur les bactéries. On a calculé la rigidité. Cette rigidité couplée à un critère énergétique nous a permis de localiser les zones de détachement et le type de détachement. Deuxième résultat, deuxième conclusion. En ce qui concerne le calcul de la diffusion effective et l'impact des structures spatiales, on a montré l'influence des structures spatiales sur la diffusion effective. Et on a, grâce à ce calcul, ça a permis de montrer que certaines structures facilitent ou non la diffusion et la réaction des bactéries face au substrat. Dans la dernière partie, on a modifié un modèle inducentré afin d'étudier l'influence des paramètres microscopiques sur l'émergence de comportements globaux en étudiant la compétition et la coopération des bactéries à l'échelle microscopique. Et donc, qui, in fine, nous permettra, ça c'est vraiment un objectif important, c'est de classifier les différents patterns en fonction de critères morphologiques. Donc, sur les perspectives de ce travail, les perspectives immédiates, ça va être l'application des techniques d'homogénéisation à d'autres structures spatiales, mais aussi à des structures spatiales avec des biofilms multi-espèces pour voir l'impact qu'on aurait si on a plusieurs espèces à l'intérieur du biofilm. Une autre perspective immédiate, c'est l'extension en 3 dimensions, donc je le rappelais tout à l'heure, qui va permettre de prendre en compte d'autres hétérogénéités, comme la forme des bactéries, comme la direction de l'hydrodynamique, mais il y a plein d'autres choses. Et les perspectives à plus long terme, donc là c'est un peu des perspectives personnelles parce que j'ai bien aimé cette partie. Ça va être au niveau du détachement, approfondir les mécanismes de détachement. Donc là, on a considéré que les interfaces étaient parfaites, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est vraiment utiliser des modèles à l'interface beaucoup plus complexes pour améliorer la modélisation des phénomènes à l'interface et affiner les mécanismes de rupture. Voilà, je vous remercie pour votre attention.